Les effectifs du premier cycle du secondaire, donc le premier cycle du secondaire, c'est le collège, hein, le début du second degré, le premier cycle du second degré, on devrait dire, plutôt que du secondaire. En 1958, donc avant l'ordonnance Berthoin, c'est 1,2 million d'élèves. Donc on a dans les collèges, ou du moins dans les petits lycées et et ce qu'on appelle, alors il y a aussi les collèges, oui à l'époque, ça j'en ai pas parlé, les collèges c'est l'équivalent du lycée, on y fait exactement la même chose, sauf que ils sont gérés par les communes et non pas par l'État. Vous avez les lycées d'État et les collèges communaux. Mais c'est la même chose, hein. Donc à l'époque ça relève du secondaire, c'est pas comme les cours complémentaires qui eux relèvent du primaire. Alors reprenons. Dans le premier cycle du secondaire, donc les collèges communaux et les lycées d'État, en 1958, on a 1,2 million d'élèves. En 1968, 10 ans plus tard, on en a 2,4 millions. Ça veut dire qu'en 10 ans, de 58 à 68, on a multiplié par 2 le nombre d'élèves dans le premier cycle du second degré en seulement 10 ans. Multiplié par 2 en 10 ans. Il faut mesurer, on est passé de 1,2 million à 2,4 millions. Ceux-là, pour la plupart d'entre eux, ils passeront le bac. Ça fait que la part de la population qui passe le bac est complètement différente. On est, en 1946, par exemple, vous avez 4% d'une génération qui passe le bac et qui obtient le bac. 4% de bacheliers sur la génération 46. 4%, ça fait une personne sur 25 qui passe le bac. C'est réservé à une élite, le bac, en 1946, donc juste à la sortie de la guerre. En 68, pour prendre une année symbolique, on est à 17% d'une classe d'âge qui passe le bac, qui obtient le bac. Et en 1980, on est à 25%. On est passé de 4% à 25%, et encore on n'est qu'en 80, et vous savez qu'aujourd'hui, on est à 80%, donc ça a encore augmenté, on en reparlera. Donc de plus en plus de monde dans le collège, de plus en plus de monde en sixième, de plus en plus de monde passe le bac. Tout ça, ça implique qu'il faut construire des établissements pour accueillir tous ces élèves. Et c'est comme ça qu'entre 65 et 75, on inaugure en moyenne un collège par jour ouvrable. Les jours ouvrables, c'est les jours d'ouverture des magasins, enfin on estime 5 jours par semaine, bon, même si certains ouvrent 6 jours, et le nombre de collèges total qu'on inaugure sur ces 10 années, là, 65-75, eh bien ça fait l'équivalent de 1 par jour ouvrable. Donc c'est énorme, hein. Chaque chef-lieu de canton veut son collège, c'est à cette époque-là que dans nos campagnes, on voit fleurir les petits collèges dans tous les chefs-lieux de canton. C'est le sens de la réforme Capelle-Fouchet de 63 qui crée le CES. Le CES, le Collège d'enseignement secondaire, c'est ceux-là qu'on construit en grande quantité. Alors ces CES, ils sont construits parfois un peu dans l'urgence, et ils peuvent être de mauvaise qualité. Alors ce sont des passoires thermiques, et on voit aujourd'hui on consomme beaucoup de chauffage. Ils ne sont pas toujours très pratiques, que ce soit pour le bruit, pour la circulation des élèves. Il n'y a pas toujours eu la réflexion qu'il faut sur l'architecture scolaire. Et le problème, c'est que c'est un passif avec lequel on doit vivre. Ils sont toujours debout, ils servent toujours aujourd'hui. Quand on construit un collège, c'est au moins pour 50 ans. Donc, il va bien falloir faire avec, et on fait toujours avec aujourd'hui. Alors, le symbole de la mauvaise qualité de ces collèges, c'est le drame du CES Pailleron, P-A-I-2-L-E-R-O-N, hein, Pailleron, Édouard Pailleron, qui brûle en 1973, et ça fait 21 morts, hein, un professeur et 20 élèves. Donc c'est un épisode célèbre et emblématique de la construction dans l'urgence de nombreux collèges. On construit les collèges, mais on recrute aussi des enseignants. Et ce recrutement, il se fait aussi dans l'urgence. Il faut des professeurs à mettre devant les élèves. Alors, c'est intéressant parce quand on regarde un peu l'histoire du recrutement des professeurs, on voit que dans les années 60, il est arrivé plusieurs fois que certains CAPES admettent tous les admissibles.
comme ça pourrait peut-être arriver grâce à une période de confinement, vous savez, où on dit ah bah vous n'allez pas pouvoir, on va pas pouvoir organiser l'oral, alors bah tant pis, on admet tous les admissibles, ça serait bien. Hein. Eh bien, dans les années 60, c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Alors pas tous les CAPES, hein, mais certains CAPES qui manquaient vraiment de professeurs ont décrété que finalement l'oral était annulé, et puis l'écrit suffit, on admet tout le monde, allez hop, et on a besoin de beaucoup de professeurs, on vous met tout de suite devant les élèves, et puis on verra bien. De même, on a recruté énormément de maîtres auxiliaires. Les maîtres auxiliaires, alors ça n'existe plus aujourd'hui, c'était un statut particulier d'enseignant qui servait à boucher les trous, là où on avait besoin d'un enseignant. On pouvait les déplacer assez facilement, ils n'étaient pas titularisés, mais progressivement, au fil des ans, on les a titularisés. On a accepté, oui, on a confirmé leur affectation à un étabbissement, et ils sont devenus des fonctionnaires à part entière, des enseignants à part entière, avec le même statut que les certifiés, mais ça a mis du temps. Hein. Il y a eu d'abord titularisation, puis alignement des statuts, enfin voilà, tout ça a pris beaucoup de temps. On a mis en place aussi un système de pré-recrutement des enseignants, de façon à essayer d'attirer les étudiants vers les métiers de l'enseignement. C'est ce qu'on appelait les IPES. Les IPES, les instituts de préparation à l'enseignement, alors secondaire ou du second degré, ça dépend comment vous voulez l'appeler, même si, oui, on dit plus secondaire, on dit second degré. N'empêche que le nom est resté, puisque je vous rappelle que les collèges s'appellent à l'époque les CES, les collèges d'enseignement secondaire. Bon, le pré-recrutement des IPES, l'idée c'était de recruter des étudiants dès le bac et de les payer pour qu'ils soient rémunérés pendant leurs études, et ils s'engagent à passer le CAPES à l'issue de leur licence. Alors il y avait un système de s'ils ne réussissent pas le CAPES, ils doivent rembourser une partie de ce qu'on leur a payé. Enfin voilà, ils ne sont pas non plus payés simplement à ne rien faire, il faut quand même qu'ils obtiennent les choses. Mais voilà, il y a eu plein de systèmes de pré-recrutement comme ça, dans les écoles normales d'instituteurs aussi. Hein. Je vous rappelle que les instituteurs à l'époque sont recrutés au niveau bac dans les écoles normales, ensuite ils ont une formation en école normale, et puis ils passent le concours. Là, de la même façon, il y avait un système de rémunération et d'encouragement à confirmer assez tôt, aussi tôt que possible, sa vocation pour l'enseignement. Donc voilà, on essaie d'accrocher beaucoup de monde, de faire venir beaucoup d'étudiants. Le résultat, c'est évidemment que quand on recrute dans l'urgence, beaucoup de professeurs sont assez peu diplômés. Alors il n'y a pas beaucoup d'enquêtes là-dessus. Les quelques enquêtes qui ont été faites, par exemple, montrent que en 1975, donc milieu des années 70, en 75, entre le quart et la moitié, alors vous voyez que ce sont des enquêtes très très vagues, hein, mais de 25 à 50% des profs de maths de l'Académie de Grenoble n'ont que le bac. Donc simplement avec le bac, on pouvait devenir prof de maths dans l'Académie de Grenoble dans les années 70. Et c'est le cas en 77, donc au même moment, hein, 2 ans plus tard, du quart des professeurs d'histoire-géographie du département du Rhône. Le département du Rhône, c'est Lyon, hein, donc gros département, grande ville. Eh bien, le quart des professeurs d'histoire-géographie n'ont que le bac. Et dans les années 70. Et ceux-là vont être progressivement titularisés, vont progressivement obtenir le statut de certifié. Ça renvoie à ce que je disais au départ, hein, l'économie a besoin de cadres et l'école a besoin de professeurs, ce qui fait qu'on embauche des gens sous-diplômés. Et puis on les forme sur le tas, ou on les forme pas, mais enfin, voilà, ils deviennent cadres, même si au départ, ils n'ont pas forcément le niveau de diplôme qu'on attend pour employer un cadre. Alors ça, c'est la première vague de la massification. Vous voyez, années 60-70, ce qu'on a appelé l'explosion scolaire, mais cette explosion, elle a continué, parce qu'il y a une deuxième vague de massification, historiquement, c'est dans les années 80. Cette deuxième phase de massification, elle touche le lycée, et là, elle correspond pas véritablement à un changement démographique, elle répond à une véritable volonté politique.
Cette volonté politique, c'est toujours une volonté de modernisation de la France et de l'économie. Et celui qui l'a porté de la façon la plus flagrante, la plus éclatante, c'est Jean-Pierre Chevènement, qui est ministre de 1984 à 1986. Jean-Pierre Chevènement qui fait un voyage au Japon au début de son travail de ministre, de son mandat. Il fait un voyage au Japon qui est à l'époque le pays que tout le monde admire, dont tout le monde admire la modernité. Il constate qu'au Japon, les ouvriers ont le bac. Et il se dit qu'il faudrait que la France, si elle veut devenir une économie moderne, que la France doit avoir 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Alors, une petite précision sur le sens de cette formule. Ça ne veut pas dire 80% de réussite au bac. Ça veut dire qu'il faut que 80% d'une classe d'âge passe le bac, et pas forcément qu'elle l'obtienne. Donc on peut avoir un taux de réussite au bac très bas ou très élevé, ça ne change rien au fait que 80% d'une classe d'âge le passe. Donc on présente au bac 80% d'une classe d'âge. Alors on a fini par y arriver, je vous montrerai des chiffres après. Et donc pour favoriser la montée comme ça d'un nombre plus important, d'une part plus importante de chaque génération au niveau du bac, Jean-Pierre Chevènement crée le baccalauréat professionnel. Le bac pro est créé en 1985. Alors il est mis en place assez lentement parce que les bacs pro ont de multiples spécialités et donc ça demande évidemment d'avoir des ateliers, d'avoir des équipements de formation professionnelle, d'avoir des relations avec les entreprises dans chaque lycée. Ça n'a pas toujours été facile, il n'empêche que on a créé ce nouveau bac. Le résultat, il apparaît sur un graphique, on voit très nettement les deux phases on voit très clairement la phase de massification du lycée. On voit la création du bac pro à partir de 85, 86, 87, le temps qu'il se mette en place. Et ici, c'est en fait, on vous présente ici la part d'une classe d'âge, alors non pas qui passe le bac, mais qui obtient le bac. Donc voilà, c'est pas tout à fait ceux qui passent le bac, mais on sait que le taux de réussite aujourd'hui est autour de 90%, donc on peut assez facilement calculer la part d'une génération qui passe le bac. Et vous voyez bien qu'il y avait une augmentation avant 85, mais à partir de 85-87, là l'augmentation elle est très très nette. Elle est très très nette grâce en fait à l'augmentation, à la création du bac pro bien sûr. Vous voyez bien que le bac pro, ça représente une part non négligeable, à peu près 10% d'une classe d'âge, un petit peu plus, et sur la fin, là, on est à 20%, mais aussi sous l'effet d'une augmentation de la part d'une classe d'âge qui passe le bac général, où on est aux alentours d'un tiers d'une classe d'âge qui passe le bac général. Le bac technologique, lui, ne change pas beaucoup. Ça veut dire que le nombre de lycéens, forcément, augmente. On a en 1980, donc au début là, de cette période représentée par ce graphique, il commence en 70, voilà, mais en 80 ça n'a pas beaucoup augmenté. En fait, on est à 1,8 million de lycéens, donc un peu moins de 2 millions de lycéens. En 1996, au moment où on observe une certaine stabilisation, en 96, il y a on voit bien que là on a atteint un pic et puis après ça se stabilise pour presque une quinzaine d'années. En 96, on a atteint 2,5 millions de lycéens. Donc, en une quinzaine d'années, on est passé de 1,8 million à 2,5 millions. Donc, c'est une augmentation non négligeable. Et la proportion de bacheliers par rapport à une classe d'âge, donc ce qu'on voit sur ce graphique, on voit bien, en 1981, on était à 26%. Donc, un quart. Voilà, 1981, 26%. En 92, on atteint 51%, donc la moitié d'une classe d'âge, voilà, en 92, a le bac. Et dans les années 2010, là, vous voyez, sur la fin, on atteint 78%. Or, sachant que le nombre d'élèves qui passent le bac est plus nombreux que le nombre d'élèves qui l'obtiennent, eh bien, on a dépassé, ça y est, les 80%. Jean-Pierre Chevènement avait fixé l'horizon de l'an 2000, donc allez, on dira qu'on a pris une dizaine d'années de retard, mais
on a à peu près accompli cet objectif.